Libération au Mali d'un otage néerlandais enlevé à Tombouctou depuis le 25 novembre 2011. C'était lors d'une action militaire conduite par les forces spéciales de l'armée française. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Blaise Compaoré dénonce un projet de loi qui aurait explicitement prévu de l'exclure des élections d'octobre prochain. La construction d'un barrage par l'Éthiopie sur le Nil continue à l'abri des tensions suite à un récent accord signé avec l'Égypte et le Soudan. Le barrage pourrait être inauguré en 2017. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011, un otage néerlandais a été libéré au nord du Mali. C'était lors d'une action militaire conduite par les forces spéciales de l'armée française. Le président François Hollande a ce lundi affirmé que l'intéressé est en lieu sûr. Reportage. L'opération qui s'est déroulée près de Tessali, dans l'extrême nord-est du Mali, s'est soldée par des morts parmi les djihadistes, à en croire le président de la République. L'assaut a été porté par les forces spéciales françaises contre un groupe terroriste. Le Néerlandais, alors en otage, était retenu depuis novembre 2011. Oui, il y a eu des morts et d'autres qui ont été faits prisonniers. Ça a été pour nous, pour nos forces, une surprise de pouvoir libérer cet otage, car nous n'avions pas d'informations sur la présence de cet otage. Mais en ayant eu connaissance de l'existence de ce groupe terroriste, d'avoir pu lui porter une attaque tout en préservant la vie de l'otage, c'est vraiment une très belle satisfaction pour nos forces. Le président de la République a martelé que la lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas terminée. Journée décisive demain pour la transition au Burkina Faso. Le vote d'un projet de loi sur le code électoral pourrait clarifier le jeu politique dans la perspective des prochaines élections. Des dispositions dans ce projet de loi pourraient empêcher des militaires et anciens collaborateurs de Blaise Compaoré de se présenter aux futures consultations électorales. Les explications avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Ramba. Par tous les moyens légaux, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, va s'opposer à l'adoption du projet de loi portant modification du code électoral. Pour le directoire du parti, le projet de loi soumis par le gouvernement est contraire à la lettre et à l'esprit de la transition. Nous poursuivrons sans relâche l'approbation de ce texte parce qu'il n'est pas normal, légalement, après moi qu'on veuille restaurer la démocratie au Burkina et que cela commence par de l'exclusion. Tous les textes de la transition parlent de l'inclusion. Toutes les déclarations qui sont faites par la société de transition parlent de l'inclusion. C'est ce qu'on nous répète à loisir dans les rencontres du gouvernement de suivi et d'accompagnement. Et il y a une contradiction flagrante entre l'inclusion et l'exclusion. Le projet de loi sur le code électoral concerne les articles 135, 166 et 242 du code électoral. Pour Léonce Koné, président du directoire du CDP, les amendements apportés en accord avec le gouvernement de transition visent à écarter des élections tous les conseillers municipaux de l'ex-majorité, les anciens membres du gouvernement déchu, ainsi que tous les Burkinabés qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37. Le CDP et ses alliés, siégeant au Conseil national de la transition, vont voter contre cette loi et si elle venait à passer, le CDP va maintenir la pression à tous les niveaux, même international, pour empêcher l'application de cette loi au Burkina Faso. Rappelons que le texte de loi portant modification des articles 135, 165 et 242 sera soumis le 7 avril à l'appréciation des membres du Conseil national de la transition qui devront trancher dans le vif. 6 mois après la chute du président Compaoré, le Burkina retient son souffle pour une journée qui s'annonce délicate. Le Sénégal a célébré le 4 avril dernier ses 55 années d'indépendance. Les Sénégalais de la diaspora ont participé à leur manière à cette célébration. Voici à travers ce reportage comment la communauté sénégalaise vivant au Bénin a commémoré cette fête d'indépendance. Ce 4 avril, le pays de la Teranga a célébré le 55e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de la France. Le Sénégal, comme de nombreux pays de l'Afrique francophone, a obtenu son indépendance en 1960. Les Sénégalais du Bénin ont organisé à l'occasion une rencontre festive. Initiée par l'Association des Sénégalais vivant au Bénin, elle vient sceller le lien entre les peuples sénégalais et béninois. On le place sous le signe de cette intégration légendaire qui existe entre le Sénégal et le Bénin. Vous n'ignorez pas que
je ne dirais pas qu'il est le seul, mais l'intégration est vraiment parfaite entre le Sénégal et le Bénin. Je pense que les Sénégalais emploient un terme au Sénégal qu'ils ne comprennent même pas. Daoumé. Quand quelqu'un est bien habillé, on dit Daoumé. Le mot Daoumé, là, si on vous explique ce que ça veut dire aux Sénégalais, quand tu es bien habillé, quand ton habillé est correct, tu es Daoumé. Donc c'est vraiment parfait. Les Béninois aiment le Sénégalais, mais ils n'ont pas encore trouvé un nom. Les membres de l'association, les parents venus en masse accompagnés de leurs enfants, ont communié avec leurs frères. Ce fut aussi l'occasion de réfléchir sur le domaine devant abriter le siège de la Maison du Sénégal. Il y a quelque temps de cela, une femme ministre était passée et nous lui avions demandé de bien vouloir intercéder auprès de l'État béninois pour qu'on nous trouve un terrain, pour qu'on ait la Maison du Sénégal. En attendant, nous louons des villas qu'on appelle espaces sénégalais, qui permet de recueillir ceux qui viennent d'arriver, qui permet de nous épanouir. Alors nous avons demandé à l'État sénégalais de bien vouloir octroyer un terrain, mais vous savez maintenant au Bénin, tout Cotonou appartient à quelqu'un qui a vu la même chose, donc trouver un terrain devient difficile. Avec le mbala, les artistes de circonstance ont égayé la soirée. Le 23 mars dernier, la justice sénégalaise a condamné l'ancien ministre Karim Wade à 6 ans de prison et a payé une amende de 138 milliards de francs CFA. La sentence continue toujours de susciter des réactions. Les citoyens sénégalais résidant au Bénin se sont prononcés sur cette condamnation. La justice sénégalaise avait enterré, avait mis en veilleuse, mais il n'avait pas supprimé cette cour de justice qui condamne Karim. Moi, je ne vois pas Karim en tant que fils, je ne le vois pas dans le côté de fils de Wade. Je le vois en tant qu'homme d'État qui a exercé et qui aujourd'hui se trouve dans des difficultés. Ce qui veut dire que nul n'est exempt. La justice a été rendue de la bonne manière ou bien de la meilleure des manières, ça c'est notre débat. Mais ça permet que les autres prennent du recul, que tout le temps chacun peut être frappé. Justement ou injustement tu es frappé, mais quelqu'un peut être frappé. On l'a condamné sans preuve. Si on nous avait dit que voilà, il a détourné dans cette société tant des milliards, nous montrer les preuves, il n'y a pas de problème. Même nous qui sommes Parti démocratique sénégalais, on ne veut pas quelqu'un qui va gaspiller l'argent du Sénégal, c'est notre argent. Karim, il a volé. On est en train de l'enquête. On l'a gardé. 6 mois, on n'a rien trouvé. On a prolongé d'autres 6 mois. On n'a rien trouvé. Aujourd'hui, on l'a condamné. On n'est pas mettre quelque chose sur la table qui dit voilà, on a telle preuve, à cause de ça, on l'a condamné. Ce qu'on a fait, les Karim Wade, et c'est ça qu'on va faire aussi, tout le monde qui a bouffé l'argent. Ce n'est pas Karim Wade seulement. Tout le monde, même ceux qui sont dans les gouvernements de Macky Sall aussi, si on descend aussi, si on bouffe l'argent, c'est comme ça. Donc, on doit passer dans les voies normales. Ça veut dire qu'on doit savoir que l'argent qu'on nous confie ou bien les biens qu'on nous confie, c'est pour les populations sénégalaises, ce n'est pas pour une seule personne. La fermeture de la frontière libérienne avec ses pays voisins, la Sierra Leone et la Guinée, a gravement affecté le commerce transfrontalier des femmes libériennes qui en dépendaient pour leur subsistance. Le virus Ebola, qui a sévèrement frappé 3 pays de l'Afrique de l'Ouest en 2014, a créé une situation qui a affecté leur économie. Avec la réouverture de la frontière, les femmes libériennes s'efforcent de reprendre leur commerce dans le but de soutenir leur famille. Reportage. Grâce à l'amélioration de la situation, les frontières libériennes ont été rouvertes le 22 février, permettant à Bow-Witerside de renouer avec sa circulation intense habituelle. Dans cette localité du nord-ouest du Libéria, hommes et marchandises circulent beaucoup avec le commerce transfrontalier. Ebola affected my business because my money even went down. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué. Parce que venir de Monrovia jusqu'à la frontière était très cher. Parce que lorsque nous venons, nous passons plus de temps au checkpoint et parfois ils ne peuvent même pas nous laisser passer. Donc c'était un peu difficile pour moi. Avec Foya et Ganta, des villes du nord qui justent la Guinée, Bow-Witerside est un des 3 importants points d'accès terrestre au Libéria, qui avait fermé ses frontières fin juillet et imposé un couvre-feu en août, entre autres mesures radicales pour tenter d'enrayer la propagation d'Ebola.
Rappelons que depuis décembre 2013, l'épidémie a fait près de 10 500 morts sur plus de 25 000 cas recensés, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, d'après un bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 29 mars. Dans l'ensemble, le nombre de nouveaux cas est en baisse. Si la tendance est repartie à la hausse dans certaines zones en Guinée et en Sierra Leone, le Libéria semble sur la bonne voie pour contenir le virus, n'ayant enregistré en un peu plus de 5 semaines qu'un cas positif, une femme décédée le 27 mars dernier. La construction d'un barrage par l'Éthiopie sur le Nil continue à l'abri des tensions suite à un récent accord signé avec l'Égypte et le Soudan. Le barrage Renaissance de l'Éthiopie entame sa 4e année de construction et pourrait être inauguré en 2017. Les images. Un barrage controversé sur le Nil bleu, le plus grand d'Afrique, sera en 2017 inauguré par l'Éthiopie. Remède des insuffisances énergétiques qui entravent aujourd'hui le développement du pays, la capacité du barrage est estimée à 6 000 MW. Ce barrage va réguler le cours. Ce faisant, il n'y aura pas d'inondation après l'achèvement de ce projet. Vous savez que Khartoum est inondé tous les ans durant la saison des pluies. Et avec ce barrage, cela n'arrivera plus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a profité de sa visite officielle, la toute première d'un président égyptien en Éthiopie depuis 30 ans, pour tirer au clair certaines questions d'ordre diplomatique. Le barrage sur le Nil bleu en est un point saillant. Les deux pays ont donc voulu mettre un terme aux tensions qui entourent la construction du barrage. C'est ainsi que lundi à Khartoum, avec le Soudan, un accord de principe a été signé sur la construction par l'Éthiopie du barrage. Certains des termes peuvent être incompris, mais quand on parle de remplissage progressif, cela signifie que dès le début du projet, les pays en aval vont bénéficier et qu'il sera construit de manière responsable. La condition impose que cela ne réduise en rien l'approvisionnement en eau le long du fleuve. Les pays en aval ne perdront aucune eau. Nous avons toutes les informations en main concernant l'Éthiopie et les autres pays. Nous connaissons l'hydrologie. Le Caire a insisté sur ses droits historiques sur le Nil, garantis par 2 traités datant de 1929 et de 1959. Il lui accorde ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% du débit du Nil. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.